Donc, bonjour et bienvenue dans ce webinaire où on va parler d'école de coaching, se former au coaching, pourquoi et comment. J'ai envie de dire pourquoi se former au coaching. Déjà, c'est la première question à se poser. Et en fait, on pourrait se poser déjà la question, qu'est-ce que le coaching? C'est quoi le coaching? Et effectivement, c'est accompagner des personnes ou des groupes vers un objectif. Donc, on dit tout le temps qu'il y a l'état présent, il y a l'état désiré, et bien en fait, c'est voilà, tout le processus qu'on va pouvoir mettre en place pour accompagner la personne ou le groupe. Quand je parle de groupe, je parle d'équipe, je parle d'entreprise, peu importe. On peut faire du coaching de groupe, on peut faire du coaching individuel. Le coaching de groupe est même reconnu par ICF, donc il n'y a aucun problème. Hein, on va faire interagir des personnes ensemble, questionner, etc. Ça reste toujours du coaching. Donc, j'ai envie de dire que déjà, pourquoi faire se former au coaching? Ben, c'est parce que déjà, il y a le désir d'accompagner les personnes. Et bien souvent, je remarque que c'est les personnes qui ont elles-mêmes compris des choses, qui ont envie de le partager. Donc, souvent, on a des personnes j'ai compris des choses, j'ai compris que j'étais dans des fonctionnements qui n'étaient pas forcément les bons, j'ai appris à me connaître et du coup, je vois tout l'intérêt que ça a. Donc, quelque part, j'ai envie de le partager. Donc, c'est un geste généreux, j'ai envie de dire, le coaching. C'est vraiment pouvoir apporter sa présence à une personne pour la faire grandir. Donc, à la base, s'il n'y a pas cette aspiration-là, voilà, c'est un peu mal barré. Donc, c'est vraiment l'idée d'accompagner, accompagner des groupes ou des personnes, c'est pour ça le coaching. Après, effectivement, c'est quoi le coaching? C'est une technique de questionnement. Hein, on parle de maïeutique, Socrate. Et donc, c'est vraiment questionner la personne, mais tout en ayant une bonne perception de comment ça se passe dans la psyché. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent intervenir dans la réflexion d'une personne. On peut aussi aller voir comment ça fonctionne au niveau du cerveau, si on parle de neurosciences, mais en tout cas, on doit comprendre un peu ce qui se passe chez la personne pour pouvoir questionner, faire émerger des prises de conscience, des solutions, etc., faire émerger un plan d'action, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont à la base par le questionnement. Le coaching n'est pas du conseil, c'est pas du mentoring non plus. À la base, le coaching, c'est du questionnement. On va questionner la personne pour la faire accoucher quelque part de sa solution à elle. C'est pas notre solution, parce que sinon, ça marcherait peut-être 2 semaines et puis ça marche plus après. C'est vraiment faire trouver à la personne sa solution et comment elle va mettre en œuvre et comment elle va pouvoir s'engager pour aller jusqu'à l'objectif atteint. Après, c'est effectivement une profession non réglementée, ce qui fait qu'on a un peu tout et n'importe quoi, souvent. On a des personnes qui se disent coach en maquillage, coach en je sais pas quoi. Mais en fait, si on regarde, c'est plus du conseil, c'est pas du coaching. Donc, ce mot a été beaucoup galvaudé, ce qui, quelque part, voilà, dévalorise un peu le mot coaching. Il y en a qui n'aiment pas le mot coaching. Accompagnant, c'est bon, c'est pas tout à fait pareil. En même temps, coach en anglais, c'est un bus. Et j'aime bien cette métaphore que ben, le coach, c'est le bus, donc il va faire monter son coaché, son client, et puis il va lui demander où est-ce que tu veux aller, définition de l'objectif, où est-ce que tu veux aller. Et puis, OK, on se met en route, et petit à petit, l'idée, c'est qu'on va permettre à la personne de prendre le volant. Et à un moment, on va pouvoir même descendre du bus et elle va elle-même partir en toute autonomie pour continuer à avancer vers ses objectifs. Donc, c'est un peu ça, c'est donner cette autonomie à la personne. C'est pour ça qu'en ce sens, avec cette métaphore, le terme coach, c'est pas mal. C'est un véhicule pour aller vers un endroit, vers une direction. Après, à partir du moment où c'est dévalorisé, je pense que c'est intéressant et c'est important d'ailleurs de voir quelles sont les accréditations possibles. Alors, je cite ICF la première. Pourquoi? Parce que moi, je suis moi-même coach PCC ICF, bientôt MCC. Donc, ça veut dire c'est voilà, 2500 heures de formation, enfin de coach, etc., de coaching, peu importe. Mais bon, le ICF, c'est la plus vieille fédération mondiale. C'est celle qui a le plus de membres. Et c'est un peu une fédération qui fait autorité dans la mesure où ils ont très tôt défini quelles étaient les compétences du coach, quelle était l'éthique du coach, quelle était la posture de coaching, etc. Ils ont un document qui s'appelle les 8 compétences du coach avec tout un tas de marqueurs qui définissent parfaitement c'est quoi le coaching, comment ça se passe le coaching. Donc, ICF, au niveau des écoles, hein, ils ont deux niveaux, niveau 1, niveau 2. Alors, c'est
pour arriver au niveau ACC, donc le premier niveau ICF, de toute manière, c'est ACC, c'est-à-dire vous avez besoin de 100 heures de coaching pour pouvoir postuler au titre de ACC. Il faut avoir été formé par une école qui est reconnue par ICF. Et donc, il y a les écoles de type ACSTH, maintenant ils appellent ça niveau 1, où vous avez les bases, mais il va falloir prévoir en plus 10 heures de supervision et puis des coachings enregistrés pour passer ensuite un examen. Il y a un examen qui est le même pour tout le monde chez ICF. Et sinon, il y a des écoles, donc c'est plutôt niveau 2, anciennement ACT. C'est pour arriver au même niveau, sauf que là, vous avez inclus en fait la supervision et les coachings enregistrés. Mais par contre, vous aurez toujours à passer l'examen une fois que vous serez inscrit sur ICF. C'est un examen assez complet qui vérifie justement pardon, si vous avez bien la posture, les compétences et l'éthique du coaching. Donc, effectivement, ICF est reconnu internationalement et aussi bien dans les entreprises que dans les administrations. C'est vraiment le label pour moi qui est le plus important au niveau du coaching. D'ailleurs, si vous allez voir sur YouTube ICF Synergie, vous avez tout un tas de vidéos, vous avez beaucoup de choses qui sont faites par ICF pour justement permettre aux coachs d'avoir des éléments pour se former, grandir, et puis aux personnes qui ne connaissent pas vraiment le coaching, justement de comprendre. Donc, pour moi, ICF reste la référence. Maintenant, vous avez aussi France Compétences, là c'est typiquement franco-français, donc on est d'accord que Magali en Belgique, ça ne va pas tellement avoir d'importance, mais bon, on a ce fameux compte professionnel de formation, le CPF, et donc, France Compétences donne deux types d'accréditation. La première, c'est ce qu'on appelle le répertoire spécifique, c'est-à-dire vous allez acquérir des compétences, vous n'avez pas le titre professionnel de coach, mais vous allez par contre acquérir des compétences, donc acquérir des compétences pour gérer le stress, la communication, etc. Voilà, des compétences spécifiques. Et vous avez le RNCP qui, lui, est vraiment acquérir un métier pour avoir vraiment le titre de coach professionnel. Hein. Mais ce titre de coach professionnel n'est valable que si vous travaillez pour une entreprise ou pour les entreprises. En tout cas, si vous êtes salarié dans une entreprise ou si vous travaillez vraiment en tant que professionnel dans l'entreprise, c'est-à-dire que pour France Compétences, le métier de coach professionnel, si c'est du coaching de vie, ce n'est pas du coaching professionnel. Donc là, forcément, on n'est pas forcément d'accord, mais il faut savoir que bon, France Compétences, par rapport au coaching, a une vision assez limitée. C'est difficile, et d'ailleurs, vous allez voir plus tard que des grandes formations, des grandes écoles de coaching ont subi un contre-coup sévère il y a quelques semaines, justement par rapport à ce RNCP, puisqu'elles ont perdu leur accréditation RNCP. Et donc, elles ne peuvent même plus utiliser le CPF des participants pour financer la formation. Donc, France Compétences, c'est difficile, c'est un parcours, c'est un vrai parcours du combattant. Mais bon, si vous avez un CPF et vous avez une formation qui peut être financée, qui est au répertoire spécifique ou au RNCP, vous pouvez l'utiliser. Et après, bon, cette accréditation, OK, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que le titre de coach professionnel soit vraiment reconnu comme tel. Alors oui et non, enfin, j'ai envie de dire, je mets des pincettes. C'est beaucoup moins universel que ICF. Mais bon, ça existe et c'est présent sur le sol français. Après, vous avez aussi le MCC. Le MCC, c'est une autre fédération de coaching qui s'est créée il y a, je sais pas, une quinzaine, vingtaine d'années. J'ai commencé à en entendre parler en Belgique quand je me formais comme coach, donc il y a oui, 17 ans. Donc, c'est européen, c'est moins connu, il y a 4 grades qu'on peut obtenir, et puis il y a des écoles qui sont labellisées EMCC, mais je ne suis pas tellement au courant de ce qui se passe et de comment ils font. Moi, j'avais voulu m'inscrire comme membre EMCC quand j'étais en Belgique, et en fait, j'ai quitté EMCC pour aller chez ICF, mais ça n'empêche que EMCC sont très actifs aussi pour promouvoir le coaching. Ils travaillent avec ICF, ils sont vraiment main dans la main, donc il ne faut pas du tout dénigrer. Simplement, en termes de certification et de label, c'est moins réputé, on va dire. Mais tant mieux pour eux s'ils arrivent à grandir en réputation. C'est la base, l'intention est bonne, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est pour ce qui est accréditation. Maintenant, une école de coaching, bon, est-ce qu'il faut que ce soit en présentiel, en distanciel ou en asynchrone? Donc déjà, j'ai envie de vous dire, évitez l'asynchrone. C'est-à-dire qu'une formation de coach qui serait juste en e-learning où on est tout seul,
Bah, c'est pas évident. Comment on va pouvoir s'entraîner, comment on va pouvoir interagir, comment on va pouvoir poser des questions. Alors, il y a des formations asynchrones où on a aussi des petits moments de coaching, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est pas tellement ce que je recommande, d'autant plus que ICF n'accepte pas les formations de coach asynchrones, parce que pour eux, une formation, il doit y avoir un minimum de 80% du temps qui est synchrone. Donc c'est vraiment le ICF, c'est synchrone, il faut participer aux ateliers, il faut qu'il y ait cet échange entre les coachs, entre les participants. Donc j'ai envie de vous dire, évitez l'asynchrone, le e-learning pur. Après, le présentiel, oui, mais à quel coût? Et parce que présentiel, ben, ou alors à moins qu'on soit vraiment pas trop loin, qu'on n'ait pas besoin de se loger, mais dès qu'il va falloir commencer à voyager, à bouger, à se loger, etc., ça, on arrive à des coûts qui grimpent rapidement. Mais pourquoi pas, le présentiel a un intérêt. Les premiers cursus de formation de coach que j'ai fait en présentiel, c'était en présentiel et ça se passait très bien. Mais par contre, j'ai envie de dire que je me suis rendu compte que bah, quand il y a eu le Covid, j'ai dû passer en e-learning, donc pas en e-learning, mais en fait j'ai envie de dire blended learning, c'est-à-dire un mélange d'ateliers en visioconférence et de plateformes pour travailler. Et j'ai eu des bien meilleurs résultats. Parce que maintenant, je m'aperçois qu'à la fin de la formation, il y a pas mal de participants qui sont déjà à niveau ACC. Ce n'était pas le cas quand c'était en présentiel. Donc, je pense que le distanciel, comme ça, j'ai envie de dire, donc le blended learning, c'est bien parce que ça permet donc ces ateliers en live, toutes ces interactions. Du coup, on va profiter de cette intelligence collective. Quand il y a une personne qui pose une question, ben on entend la réponse du coach, on peut soi-même poser des questions. C'est important pour moi le blended learning, c'est-à-dire c'est un mélange. Donc, on a ces ateliers en live, mais on a aussi la partie e-learning, donc une plateforme où on peut revoir des replays. C'est important pour moi de revoir des replays parce qu'il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas tout à fait suivis, compris. Et puis c'est vrai qu'on sait que quand on suit un atelier, il y a 20-25% du contenu qu'on va avoir retenu dans les heures qui suivent, mais 3 semaines après, c'est plus que 10%. Donc, ça vaut le coup de pouvoir se replonger. Hein. Même j'ai des participants qui se replongent même 6 mois après dans la formation, qui vont revoir des replays et puis qui redécouvrent des choses. Donc, c'est important d'avoir ces replays. C'est important aussi d'avoir du contenu supplémentaire parce que entre le live, entre les replays, etc., il y a aussi besoin d'approfondir, de mieux comprendre certaines nuances, aller plus dans la théorie, mieux comprendre des éléments. Je pense aussi c'est important qu'il y ait des exercices, j'ai envie de dire des travaux pratiques dirigés. Pourquoi? Parce que on doit pratiquer. Donc, une école qui peut organiser des groupes de coaching, des groupes de travail en dehors des ateliers, pour moi, c'est essentiel. D'ailleurs, j'ai envie de dire que personnellement, j'avais fait ma formation en présentiel. C'était un week-end par mois. Mais on avait assez peu on n'avait rien d'ailleurs. Une ou deux fois, j'ai rencontré des personnes en dehors, mais on nous disait oui, ce serait bien de le faire, mais rien n'était organisé. Et à la fin de ma formation de coach, ok, j'avais la théorie, j'avais quand même pratiqué pendant les ateliers, mais voilà, la pratique n'y était pas, j'ai envie de dire. Donc, il a fallu un certain temps pour trouver des automatismes et trouver une certaine plus de facilité à coacher. Et puis, c'est important aussi, de mon point de vue, aussi d'avoir des quiz pour valider l'intégration, en tout cas pour que vous soyez sûr d'être vraiment au niveau, d'avoir bien compris, que la compréhension est bien là. Donc, nous, de notre côté, je vais vous montrer tout de suite, on a une plateforme dédiée. Là, on a tous les ateliers qui sont là. On a des petits bonus en plus, on a des petits tests. Donc, vous avez tous les ateliers. Là, c'est le cursus qui est en cours. Vous voyez que la personne, elle en est au 16e atelier. C'est l'atelier qu'on va voir samedi prochain. Et si on va voir un atelier au hasard, je prends celui-là, par exemple, bah, vous avez justement les résultats du quiz, le quiz qui est là. Vous avez les replays avec le timing des replays, savoir à quel moment on a quel exercice. Il y a de tasking, donc qu'est-ce qu'on doit faire comme travail dirigé en groupe, ton travail dirigé individuellement.
un petit guide des travaux pratiques, des petits PDF en plus. Là, vous avez des coachings à commenter où vous pouvez du coup mettre, vous voyez, là, il y a eu voilà, un petit commentaire. Donc, nous, ça nous permet de vérifier que la personne a bien écouté le coaching. On a des tests en plus, on peut avoir des vidéos supplémentaires, le quiz, etc. Donc, ça, c'est la plateforme qu'on a mis en place. C'est une plateforme qui est totalement dédiée, voilà, qu'on a mis au point pour répondre parfaitement à nos besoins et qui est très appréciée des participants parce que justement, ça permet de ceux qui veulent vraiment aller approfondir vont pouvoir trouver de la matière et revoir les replays, etc., etc. Donc, c'est important de mon point de vue, ce blended learning, je pense que c'est la meilleure solution pour une formation. Ça pourrait être, pourquoi pas, du présentiel aussi avec du e-learning, hein, ça fonctionne aussi. En tout cas, c'est l'idée d'avoir du live et d'avoir aussi du contenu pour pouvoir vraiment approfondir tout ce qu'on aura vu et les thématiques et les approches, etc., etc. Après, donc, quelle durée? J'ai envie de dire, ça va dépendre des besoins, parce qu'il y a des formations qui vont donner énormément de contenu, avec énormément de vidéos, etc., etc. Moi, j'aurais tendance à penser que trop d'informations tue l'information. C'est-à-dire que de mon point de vue, je préfère non pas aller dans des bases scientifiques, hein, mais par contre, c'est bien d'utiliser des outils qui sont sur des bases scientifiques, c'est-à-dire des outils qui ont été mis au point après à partir des connaissances du cerveau, à partir d'expériences et voilà, de pratiques. Et donc, personnellement, j'aime bien expliquer comme je dis, le squelette, le mécanisme de l'outil, qu'on comprenne vraiment le principe, le fonctionnement, et qu'après ensuite on puisse le relier à notre réalité. C'est-à-dire que on a un outil, on le comprend, mais c'est parce qu'on va l'expérimenter sur soi d'abord qu'on va pouvoir mieux comprendre comment on va pouvoir ensuite l'expérimenter, enfin l'utiliser avec quelqu'un d'autre. Donc, base scientifique, pourquoi pas, mais en tout cas, est-ce que nous, on a besoin de savoir les synapses, les neurones, les hormones, etc. Non, nous, on a besoin d'avoir des outils qui nous permettent de coacher des personnes. Donc, par contre, que des personnes qui soient parties de ces bases nous aient concocté des modèles, et en tout cas, il y en a un, c'est Jacques Fradin, je vous en reparlais, ça me semble vraiment intéressant parce qu'on part sur des bases concrètes et sur des certitudes au niveau de l'effet, de l'impact et de pourquoi ça fonctionne. Après, l'équilibre théorie-pratique, ça revient un peu à la même chose. Un cours de coaching, pour moi, ce n'est pas un cours où on reste à écouter une personne qui explique. Bien sûr, il y a des moments où il faut de la théorie. Il y a des moments où il faut vraiment expliquer les choses, mais quoi qu'il arrive, il faut le mettre en pratique. Donc, j'ai envie de dire, l'équilibre théorie, c'est 20-80, 30-70, mais pas beaucoup plus, quoi. Il faut vraiment qu'on ait tous ces espaces de pratique, d'échange, d'interaction, de questionnement, de questions-réponses, etc., pour pouvoir vraiment avoir cet aspect fluide d'intégration, alors que si on reste juste dans de la théorie, c'est de la théorie, quoi. Puis ça s'arrête là. Ensuite, donc c'est pareil, hein, synchrone ou asynchrone, ça c'est en fonction de vos besoins, mais encore une fois, je préconise le synchrone de toutes les manières. Maintenant, si vraiment vous n'avez pas la possibilité d'avoir des heures fixes, etc., une formation asynchrone, pourquoi pas, mais avec en sachant bien que ce n'est pas accepté par ICF, en tout cas, ça ne fonctionne pas pour ICF. Et de mon point de vue, enfin, je vous en ai déjà parlé, je vous dis les inconvénients que ça peut avoir. Après, combien de temps? Alors, il y a des formations qui durent 1 an, il y en a d'autres qui vont durer 2 ans, où on va vous donner un premier niveau où vous apprenez ça, et puis ensuite un deuxième niveau où vous apprenez ça. Il y a des formations qui durent moins de temps. Nous, personnellement, on a une formation qui dure 5 mois. Et 5 mois à raison de justement combien d'heures, 2 et 6, ça fait 12 heures d'atelier par mois, mais par contre on préconise un investissement en temps personnel de 3 heures par semaine. Pourquoi? Parce qu'effectivement c'est un engagement, s'engager dans une formation de coach, c'est un engagement, ça, voilà, et c'est une continuité aussi. Si on s'arrête, c'est difficile de reprendre. Donc, voilà, c'est important d'être conscient de cet investissement qu'on va devoir mettre. Donc, voilà, avoir le temps de travailler pour soi, avoir le temps de pratiquer en groupe, voir au niveau de ses disponibilités, comment on peut s'organiser. J'ai envie de dire, voilà, c'est en fonction de vos besoins que vous allez pouvoir définir aussi quelle formation vous convient le mieux. Oui, donc nous, comme je vous disais, on a préféré cette option de faire 5 mois. À chaque fois, on commence en septembre, on finit en février et on en redémarre une en février qu'on finit en juin.
Par contre, à côté de ça, on a des moments où on va se retrouver, on va partager une fois par mois, voire 2 fois par mois, des moments comme ça, on se retrouve un peu à la même heure maintenant, et on partage entre les différents participants, qu'est-ce qu'ils ont vu. Alors ça touche à tout, tiens, comment je peux parler, comment je peux mieux me vendre, comment je vais utiliser tel outil, etc. J'ai eu telle difficulté dans tel coaching, comment je fais. Donc voilà, c'est important d'avoir un peu cette continuité. Et j'ai envie de dire aussi d'avoir une communauté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de créer cette communauté de coachs pour avoir cette intelligence collective qui va émerger. Donc, et par contre, au-delà de ces 5 mois, plutôt des formations spécialisantes, parce que nous, dans le principe des 5 mois, c'est les principes de base et des boîtes à outils complémentaires pour avoir vraiment une vision globale de tout ce qu'on peut aller explorer. Mais par contre, après, si on veut se spécialiser en analyse transactionnelle, en PNL, si on veut se spécialiser pour le coaching d'entreprise ou coaching éducatif pour les enfants, etc., peu importe. Mais je pense que 5 mois, c'est bien pour avoir la base, pour avoir toute cette structure, cette posture, tous les éléments nécessaires pour commencer à coacher et derrière d'aller se spécialiser en fonction de nos goûts, en fonction de ce qu'on a envie de faire. En tout cas, c'est l'option que j'ai choisie pour notre formation. Après, quel contenu? Alors là, il y a les bases fondamentales, c'est ce qu'on appelle le GROW en anglais. En fait, c'est un acronyme de 4 lettres. C'est G, c'est pour le goal, l'objectif. R, c'est pour la réalité. On va aller explorer la réalité. O, c'est pour les options. Quelles options on va pouvoir trouver pour aller vers le résultat final? Et le W, c'est le willingness, c'est-à-dire en anglais who, where, when, what, etc. Donc, c'est un peu, on pourrait dire, le plan d'action qui va nous permettre d'aller, une fois qu'on aura choisi l'option, vers le but voulu. Donc, avant tout, ce qui est essentiel dans un coaching, c'est le cadre et la relation. Le cadre, c'est-à-dire définir, c'est un espace totalement confidentiel. C'est un espace, moi j'aime bien dire, c'est pas moi qui vais travailler, c'est vous. Moi, je pose des questions, mais c'est vous qui allez cogiter, c'est vous qui allez chercher vos solutions. Et puis, de parler aussi de l'engagement. Donc, c'est important de comprendre vraiment que l'engagement, il est là et c'est l'engagement qui va créer le résultat, parce qu'on pourrait dire que le coach est responsable des moyens qu'il apporte, mais pas du résultat. Et une petite anecdote, hein, quand je commençais donc mon coaching, je travaillais beaucoup avec des ados en décrochage scolaire. J'avais un ado avec lequel ça avançait pas. Et donc, je vais voir mon superviseur, je lui dis ça avance pas. Il me dit écoute, la prochaine fois, dis-lui de te rappeler pour prendre le rendez-vous d'après. Et c'est ce que j'ai fait, il ne m'a jamais rappelé. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait la relation, il faut aussi qu'il y ait la demande, il faut qu'il y ait le mandat, il faut qu'il y ait la reconnaissance de vos compétences et en même temps la relation et aussi la tâche. Il y a toujours cet équilibre tâche-relation. Il y a un beau climat, il y a une belle ambiance, on est capable de parler, on est capable d'aller dire des choses qu'on ne dirait pas ailleurs. Par contre aussi, il y a du travail parce que le résultat va dépendre justement de notre capacité à aller pratiquer les exercices entre les séances, etc. Et vraiment être présent à l'impact du coaching dans sa vie. Hein. Moi, je vois, j'ai des personnes qui me disent, oui, c'est vrai, alors, il y a des moments, je pense à toi, tiens, je repense à ça, un truc, etc. Et ben, c'est parce qu'on est présent qu'au fur et à mesure, on intègre et après, ça devient naturel. Donc, c'est vraiment important de bien préciser ça quand on parle du cadre. Si je fais une petite aparté pour l'entreprise, poser le cadre, ça veut dire aussi quand on est en tripartite, c'est-à-dire il y a le manager, par exemple, le coaché et nous, de bien dire au manager qu'il n'aura aucun renseignement sur ce qui se passe dans le coaching. S'il veut des renseignements, il les demande au coaché. Mais moi, en tant que coach, j'ai cette clause de confidentialité, donc il ne saura rien de ma part sur ce qui se passe en coaching. Et c'est important de poser ce cadre, c'est vraiment les fondamentaux. Après, définir l'objectif, c'est effectivement la première chose parce que je veux bien dire, on décolle pas sans plan de vol. Hein. Si je vais à Marseille ou si je vais à Tombouctou, je ne vais pas partir de la même manière, je ne vais pas partir dans la même direction. Donc, c'est important d'avoir cet objectif et c'est vraiment la boussole parce que quoi qu'il arrive, c'est vers là qu'on va. Et d'ailleurs, si vous avez un coaché qui parle beaucoup et qui commence à partir dans des digressions, etc., on va hop, 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 hop. Si on en revenait à l'objectif. Okay. Donc, c'est important d'avoir vraiment ce cas, cet objectif. Donc, tous ces éléments-là, ça doit être totalement présent dans une formation de coach. Vous ne pouvez pas avoir une vraie formation de coach si vous n'avez pas ces éléments fondamentaux, la définition de l'objectif SMART, etc., etc. Donc, c'est essentiel parce que c'est la direction, c'est là qu'on va. C'est par là qu'on va. Ensuite, on va aller explorer cette réalité. Donc, là, je vous ai pris l'environnement, c'est-à-dire autour de moi, c'est comment. Donc, c'est vrai que si je veux, par exemple, faire des études, mais que je suis en colloque avec d'autres étudiants qui n'arrêtent pas de faire la bringue,
ça va être difficile. Mon comportement à moi, c'est comment pour aller vers cet objectif? Est-ce que je suis vraiment studieux? Est-ce que je m'accroche ou est-ce que je fais un peu n'importe quoi? Les compétences que j'ai, hein, est-ce que j'ai des compétences? Quelles sont les compétences que j'ai? J'ai souvent des compétences dont je ne suis pas conscient. Donc aussi prendre conscience à la personne de ses ressources, c'est important. Ça fait partie de ce travail sur la réalité. Et aussi les compétences que je peux aller chercher, maintenant développer, etc. J'ai envie de dire, ça, c'est ce qu'on voit, ce qu'on peut constater. Par contre, il y a d'autres choses qui sont plus subtiles qu'on va aller explorer dans cette réalité du coaché, c'est les valeurs, c'est quoi ce qui est important pour toi. Donc, on sait que les valeurs, ça peut être des moteurs, mais on sait que ça peut être des freins, parce que si le respect, c'est tellement important pour moi que dès que je me retrouve face à du respect, de l'irrespect, je tombe en stress, c'est pas bon. Donc, voilà, les valeurs, les croyances aussi, si je veux, je peux, je vais y arriver ou non, je n'y arriverai jamais. Donc, c'est important aussi d'aller voir quelles sont quelque part la carte du monde, comme on dit, du coaché par rapport à sa vision de la vie, par rapport à sa vision de lui-même, etc. Donc, c'est tout ce qu'on va aller explorer. Après, il y a l'identité. Dans mes identités, je suis coach, je suis père de famille, je suis mari, je suis ami, etc. Donc, il y a toutes ces identités qui sont là. Et après, il y a la mission. Et ça, ce que je vous ai dit, là, c'est ce qu'on appelle les niveaux logiques de Robert Dilts. Et c'est vraiment c'est un superbe outil pour aller explorer la réalité qui, pour moi aussi, doit être fondamental dans toutes les formations de coach. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les options. Voilà. C'est quoi les différentes options? Tiens, comment tu pourrais faire ça, ça, ça? OK. Et puis ensuite, laquelle tu choisis pour ensuite aller établir le plan d'action. Un plan d'action qui soit lui aussi réaliste, suffisamment ambitieux, atteignable, mesurable, spécifique. En fait, le plan d'action, c'est comme un nouvel objectif qu'on se fixe. Hein. Entre deux séances, on a ce qu'on appelle le tasking, c'est-à-dire toutes les choses qu'on va faire au coaché. Eh bien, ce tasking doit être smart comme un objectif. C'est comme un mini-objectif. Donc ça, pour moi, c'est les fondamentaux. Nous, chez nous, on voit ça en 2 mois et demi, non, en 3 mois, 3 mois et 1 semaine, exactement. C'est-à-dire qu'on a 12 ateliers sur 20 qui sont consacrés à tous ces fondamentaux, mais on va rajouter des éléments comme les neurosciences, on va rajouter des éléments de la neurosensorialité comme outils qui nous permettent de mieux explorer, de mieux aller travailler sur les valeurs, les croyances, sur les émotions aussi. Voilà, on va rajouter tout un tas de choses comme ça. Mais en tout cas, ces bases fondamentales, oui, on donne l'autorisation aux personnes de commencer à coacher ou à se coacher entre elles à partir de 3 mois et 1 semaine, en tout cas à partir du 13e atelier. Après, c'est important de bien comprendre la psyché humaine. Hein, comme je disais tout à l'heure, on va questionner, mais on questionne en sachant où est-ce que ça se passe. Et donc, comment on va la comprendre? Eh bien, quand on écoute une personne, eh bien, il y a des mots-clés. Moi, j'avais une superviseuse qui me disait c'est du coaching Google. C'est-à-dire que les premiers mots de la personne, on va noter les mots. Il y a, tiens, tu as des mots qui résonnent, tiens, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Et après, l'idée, c'est d'être curieux, d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire, comment la personne définit ce mot, et peut-être du coup, quel est le mot MAUX qui se cache derrière, c'est-à-dire que il y a peut-être une croyance, il y a peut-être une intransigeance, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être un manque de confiance, il y a peut-être un manque d'estime de soi, il y a peut-être une personne qui n'arrive pas à s'affirmer, enfin, il y a tout un tas de choses qui vont émerger à travers ces mots. Et donc, à ce moment-là, il faut savoir à quel contenant les relier. Et quand je parle de contenant, je parle principalement, là, si vous avez le modèle de Jacques Fradin, c'est 4 centres de décision, mais nous, là, pour l'instant, dans la pratique, je vous en montre que 3. Enfin, automatique, ça regroupe 2 centres de décision, mais ce n'est pas très grave. Il faut savoir qu'on a une partie de nous qui est très instinctive parce qu'elle cherche surtout la survie individuelle. Ça ne passe pas par la pensée, ça ne passe pas par la psyché, mais par contre, c'est intéressant parce que c'est là que va se déclencher le stress. Donc, quand on voit fuite, lutte et inhibition, c'est les 3 types de stress. Donc, c'est intéressant de comprendre comment se forme ce stress. En fait, ce stress se forme parce que la partie automatique du cerveau n'est pas dans une posture ou une interprétation adaptée par rapport à la réalité. Elle est plutôt en mode résistance, elle ne veut pas aller voir les choses comme il faut, en tout cas. Et le cerveau adaptatif, qui lui est un peu comme notre observateur en temps réel, comme un peu l'aigle qui voit tout ce qui se passe aussi bien à l'intérieur de nous que dans l'environnement, nous envoie un signal par l'intermédiaire du reptilien, justement, de ce cerveau instinctif, qui est le stress. Le stress est un signal d'alarme pour nous dire que notre pensée ou notre interprétation de la situation ne sont pas bonnes. Et donc, c'est une invitation, du coup, à prendre du recul,
et à observer et à sortir du stress pour justement pouvoir mieux réfléchir. Sous stress, on ne peut pas réfléchir. Donc voilà, c'est important de savoir à quel contenant les relier. Par exemple, la plupart des choses qu'on va travailler dans le cerveau automatique, c'est tout ce qui est valeurs, croyances, etc. Il faut savoir qu'il y a une énorme plasticité neuronale dans le cerveau automatique. Et du coup, on apprend très vite. Hein. On dit qu'il faut 3 semaines pour prendre une nouvelle habitude. En 3 semaines, il y a vraiment des résultats vraiment probants quand on sait travailler là où il faut, justement, le bon contenant. Parce qu'une fois qu'on a utilisé un contenant, on a ce que Fradin appelle des critères diagnostiques. Et donc là, du coup, on sait quel outil on va utiliser précisément. Et c'est important parce qu'on a deux manières de coacher quelque part. Si on regarde le PNL, à la PNL, par exemple, on veut faire des exercices à la personne, etc. On voit ce qui se passe, ça marche pas, ça marche plus ou moins bien. Alors qu'avec les neurosciences, justement, on va savoir plus précisément où est-ce que ça se passe et du coup poser des critères diagnostiques qui sont beaucoup plus précis et on va gagner du temps et de l'efficacité pour vraiment aller coacher là où il faut, poser les questions qu'il faut, utiliser les outils qu'il faut. Donc, c'est important d'avoir cette bonne compréhension de où est-ce que ça se passe dans le cerveau. Après, oui, dans un coaching, tout d'un coup, la personne tombe en larmes, voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, il faut aussi savoir comment gérer cette émotion. D'abord, qu'est-ce qu'elle est venue dire, comment on va l'accueillir, comment on va pouvoir la travailler, comment on va pouvoir même en apprendre quelque chose, quel apprentissage on va pouvoir en tirer. Donc, avoir cette capacité à gérer l'émotion, j'ai envie de dire, sans se faire emporter par l'émotion. Là aussi, c'est la posture du coach. La posture du coach, c'est quoi? C'est écran blanc, neutre, etc. Alors que si je commence à... La personne est émue, je suis ému aussi, mais du coup, je perds mes moyens, je suis plus capable de guider la personne. Donc, c'est important aussi de savoir se gérer soi. C'est pour ça que je disais qu'une formation de coach, c'est aussi et principalement un travail sur soi avant tout. Et puis, c'est important de connaître les limites entre le coaching et la psychothérapie. C'est pour ça que je recommande d'autant plus les formations qui sont certifiées ICF, parce que là, une limite est clairement définie. On ne va pas travailler sur le passé, on travaille sur l'état présent pour aller vers un état désiré. Et des personnes qui ne sont pas tellement conscientes de ça peuvent faire énormément de mal. Avec une simple question, on peut faire dégringoler une personne et c'est parti pour plusieurs jours. Donc voilà, c'est important aussi de connaître cette limite. Voilà, la frontière est floue, hein, parce que des fois, avec des outils de coaching, on va pouvoir travailler. Moi, j'ai des protocoles neurosensoriels où la personne me dit, mais ça fait 25 ans que je travaille ça, et là, c'est parti. J'ai 25 ans de psychothérapie qui sont partis. J'ai eu ce témoignage. Donc, c'est important on sait qu'on va pouvoir agir sur des éléments qui sont enfouis dans l'inconscient, etc. Mais nous, en tant que coach, on ne va jamais aller fouiller. J'aimais bien cette métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, qui est si ça sent mauvais dans une maison, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poubelle et puis il la met dehors. Okay, alors que le psychothérapeute, il va aller voir pourquoi ça sent mauvais. D'accord. Donc, c'est deux postures totalement différentes et c'est important vraiment de connaître cette limite pour justement rester dans l'éthique et pas faire de mal, pas jouer aux apprentis sorciers. Après, quelles approches déjà, la première, c'est la maïotique, hein, Socrate, l'art de poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que je vous disais par rapport à tout à l'heure, le coaching Google, aller repérer les mots-clés, les mots qui nous semblent voilà, révéler quelque chose et donc être curieux. Hein, le coach est curieux. La posture du coach, c'est d'être curieux, curieux de comment fait la personne pour penser comme elle pense. D'accord? C'est ça le métier de coach, c'est comprendre comment la personne fait pour penser comme elle pense et du coup, pouvoir lui apporter des éléments qui vont lui permettre de penser différemment et donc de se libérer pour aller vers l'objectif qu'elle veut. Donc, la maïotique, c'est le principal. Et d'ailleurs, c'est incroyable le pouvoir qu'on peut avoir en questionnant. Dans une formation pour les managers, je parle de communication consensuelle. Si on veut faire passer un message, on va le faire passer d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus constructive et beaucoup plus intelligente, j'ai envie de dire, en posant des questions qu'en affirmant et en imposant. Donc, c'est important cette pratique de la maïotique, ça donne des possibilités incroyables dans la vie de tous les jours. Hein. Quand on est coach, c'est des outils qui nous servent tout le temps. On comprend tout de suite ce qui se passe. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont. Par contre, attention à ne pas coacher n'importe qui et n'importe comment, parce qu'au bout d'un moment, c'est papa, dis donc, arrête de faire ton coach, s'il te plaît. Donc, voilà. Le coach, c'est quand même, comme je vous disais, il y a un mandat, il y a une demande, il y a un mandat, il y a une reconnaissance des compétences, donc on ne coache pas non plus n'importe qui, n'importe quand. D'accord. Il faut savoir
être dans la posture de coach quand il faut et ne pas être coach quand il faut aussi. Donc, la maïotique, c'est l'essentiel. Je rajoute les neurosciences, et là, c'est vrai qu'il y a cette approche neurocognitive du docteur Jaffradin. J'ai été formé, j'ai fait 180 heures de coaching avec lui. Et c'est fabuleux parce qu'il y a cette compréhension, comme je disais, des centres de décision du cerveau. Donc, ça va être parfait pour gérer le stress et pour permettre la bascule en mode adaptatif, c'est-à-dire de ce cerveau préfrontal, là, qui est le cerveau qui est le siège de l'intuition, de la créativité, de la sérénité. Et donc, au lieu d'être dans la routine automatique, il faut, je dois, etc., prendre ce recul et être dans le mode adaptatif pour avoir une vision beaucoup plus large de la situation et apporter les bonnes réponses au lieu d'être dans un mode réactif. C'est important et ça, c'est tout un tas d'outils qu'il a conçu, un modèle qu'il a conçu qui fonctionne merveilleusement bien. Je ne tarirai jamais d'éloges pour ce travail. Ça fait 33 ans qu'il étudie le cerveau. Il a mis en place un outil qui est génial. Génial. Et il n'est pas tellement tourné vers l'anglais, mais je suis sûr qu'il pourrait faire. Lui, c'est plus scientifique, hein, il est docteur, il étudie. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt de faire des publications dans les magazines scientifiques. Mais en attendant, il a quand même mis en place cet outil, cette approche neurocognitive et comportementale qui donne des éléments de compréhension et de travail fabuleux. Moi, je ne peux pas dire mieux. Je suis fan du travail de Fradin. Après, il y a la neurosensorialité. Alors là, la neurosensorialité, c'est quelque part comprendre qu'il y a un lien entre le cerveau et le corps. Donc, si j'ai des pensées qui sont plutôt dans un mode défensif, non, ça ne va pas, ce n'est pas ce que je voulais, etc., ben, je ne vais pas percevoir que le corps il se contracte. Et comme je disais tout à l'heure, le stress, hein, les trois formes de stress, si je suis en stress de fuite, si je suis en stress de lutte ou si je suis en stress d'inhibition complètement découragé, eh bien, quelque part, c'est mon corps qui parle. Donc, être capable de regarder, de déchiffrer le langage corporel va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête. Et ce qui est drôle, c'est que, aussi bien, alors si on change la pensée, on va changer le corps, mais si on change aussi le corps, si on a deux dynamiques, etc., eh bien, on va changer la pensée. Donc, il y a un lien qui est génial et c'est cette neurosensorialité qui permet de coupler justement ce cerveau avec l'ensemble du corps. On sait aussi qu'on a un autre cerveau au niveau du cœur et un autre cerveau au niveau du ventre. En tout cas, il y a tout un ensemble de choses qui réagissent et qu'il est bon d'aller déchiffrer et d'apprendre d'apprendre ce langage. Donc, pour moi, c'est important. La PNL, ben, ça, j'en parle pas. Ça fait 30, 40 ans que ça existe. À la base, c'est surtout des exercices. Hein, donc, mais ça a été la base du coaching. Ça a été quelque chose d'assez phénoménal. Il y a eu un énorme travail qui a été fait par les créateurs de la PNL. Donc ça reste toujours une approche qui est très complète. Comme je vous disais tout à l'heure, sûrement plus intuitive que le travail avec les neurosciences, mais on a des résultats, de toutes les manières, il y a des résultats. Ça peut peut-être mettre un peu plus de temps, mais ce n'est pas grave. Après, il y a l'analyse transactionnelle. Là, c'est mieux comprendre comment ça se passe dans le relationnel. Est-ce que je suis plutôt dans la posture adulte quand je parle ou est-ce que je suis plutôt dans la posture d'un enfant révolté ou d'un parent qui veut à tout prix imposer, directif, etc. Donc, on arrive à mieux comprendre les relations entre les personnes, les postures, etc. Par exemple, le triangle dramatique, vous savez, victime, persécuteur et sauveur, c'est de l'analyse transactionnelle. Donc, il y a beaucoup d'outils de l'analyse transactionnelle qui sont très intéressants pour bien comprendre les relations. Et j'aime bien aussi parler des états modifiés de conscience, c'est-à-dire qu'on va travailler, pas tout à fait en hypnose, mais on sait que le subconscient a une influence et donc, pour moi, c'est important de pouvoir aussi travailler avec ces états modifiés de conscience. En tout cas, dans notre formation, on a tous ces éléments-là qui sont là, y compris un atelier de 4 heures sur les états modifiés de conscience et ça donne des résultats assez incroyables. Il y a des prises de conscience qui sont profondes. Donc, tous ces outils sont complémentaires et sont tout à fait utiles. Et j'ai envie de dire que nous, notre spécialité, c'est la neurosensorialité. Neurosensorial Institute, on est les créateurs de toute cette approche, de tous ces protocoles qu'on a pu mettre en place. Il y a énormément de choses qu'on a mis en place et justement qui permettent un travail en profondeur sur l'émotion, sur la gestion de soi, par exemple, si on apprend à observer son corps, on va s'apercevoir que tiens, tout d'un coup, on commence à arriver en stress. Du coup, il y a aussi des techniques avec la sensorialité, toujours, qui vont nous permettre de couper le mental et de revenir vraiment à l'instant présent, etc. Donc, revenir dans ce mode adaptatif. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a pu mettre en place avec la neurosensorialité, en sachant que c'est la base de Fradin. Mais Fradin, lui, il ne travaille pas avec le ressenti. Avec Sami Kallel,
avec qui je travaille déjà depuis plus d'une dizaine d'années, on a mis petit à petit en place tous ces protocoles neurosensoriels et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin au niveau justement émotionnel principalement. Mais j'ai envie de dire aussi qu'avec le corps et avec des protocoles adaptés, on va pouvoir bugger le cerveau automatique et faire émerger l'être, c'est-à-dire vraiment la présence, quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus calme, où il y a quasiment plus de pensée, c'est juste l'être et on arrive à ces états-là. Et pour moi, ça m'éclate personnellement. Donc d'arriver à amener les personnes justement juste dans cette prise de conscience. Et quelque part, c'est quoi? C'est on augmente le niveau de conscience au fur et à mesure qu'on travaille sur soi. Et donc tous ces éléments-là, c'est ce qui fait que je suis coach, j'ai envie de dire. Après, donc, comment intégrer le contenu de la pratique et encore de la pratique, ça c'est essentiel. Comme je disais, moi, je n'ai pas beaucoup pratiqué, ce qui fait qu'à la fin de ma formation, c'était pas top. Ok. Donc, comment pratiquer? Déjà, vraiment expérimenter les outils sur soi. Parce que c'est, j'ai envie de dire, on ne doit pas sortir indemne d'une formation de coach dans la mesure où on va découvrir des choses sur soi. D'ailleurs, dans les formations qu'on propose, je suis le référent, c'est-à-dire que quand des personnes ont des problèmes, je les coach. C'est inclus dans le prix, voilà, ça fait partie de. Donc, je ne sais pas, parce que tout d'un coup, on découvre que depuis des années, depuis même tellement longtemps, on a fait des choses et c'est pour ça qu'on a toujours eu ces échecs, etc., etc. Ça fait un choc, quoi. Ça fait des chocs. On peut se retrouver complètement dégringolé, comme je disais tout à l'heure. Je ne sais plus, je sais plus quoi faire, etc. Ou alors, oui, je pensais, mais je ne sais plus qu'est-ce que je veux, etc. Donc, dans ces moments-là, c'est important. Mais en même temps, c'est tout ce travail sur soi qui va nous permettre de mieux comprendre comment les outils vont avoir un impact sur la personne qu'on accompagne. Donc, et puis, il y a ce processus de questionnement, comme je disais, la maïotique, ça ne s'obtient que par la pratique, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Après, il y a effectivement cette capacité à intégrer la posture de coach. Comme je disais tout à l'heure, on est neutre, on est écran blanc, c'est-à-dire être conscient de nous, notre vision du monde, parce qu'on a chacun une carte du monde. Donc pour moi, le monde, c'est un peu comme ça et comme ça. Mais quand je suis en train d'accompagner une personne, je dois être capable de faire abstraction de toutes mes présuppositions, de tous mes préjugés que je pourrais avoir par rapport à ce qui se passe pour être vraiment présent à la personne, poser des questions, réagir sur ce qu'elle dit, dans une curiosité, je parlais de curiosité, et puis aussi bien sûr de la bienveillance, parce que cet aspect relationnel, on est là pour accompagner l'autre, pour l'aider à faire grandir. Mais j'ai envie de dire bienveillant, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on laisse la personne rien faire. À des moments, cette posture de coach, c'est aussi d'être confrontant. J'avais écrit un bouquin, un article qui s'appelait les bienfaits du coup de pied au cul. Et c'est vrai que par moment, il faut bouger la personne pour la mettre face à elle, face à ses responsabilités, lui faire prendre conscience qu'elle se met elle-même ses freins. Donc bienveillant, confrontant, et j'aime bien dire que bienveillant avec la personne, mais impitoyable avec le problème. On est bienveillant avec la personne, on est là pour la faire grandir, mais par contre, son problème, on est impitoyable. On est là vraiment pour mettre le point dessus et puis pour, j'ai envie de dire, dissoudre tous les freins qui étaient là pour libérer la personne et son plein potentiel. Après, oui, savoir écouter, être en présence, réfléchir, rebondir. Donc ça, c'est vraiment de la pratique. Encore une fois, de la pratique. Comme je disais tout à l'heure, j'écoute, il y a un mot-clé. Je suis vraiment présent, je ne suis pas en train de penser à autre chose. Et non, d'ailleurs, être capable de s'observer quand on coach, ça permet aussi de voir, tiens, attention, je suis en train de partir ailleurs, je reviens, je me refocalise sur ce qui se passe, et d'être capable du coup de rebondir. Il y a une personne qui dit quelque chose, tiens, je vais prendre un mot qui m'intéresse et je vais lui poser une autre question tout de suite. Enchaîner les questions, poser des questions courtes aussi, ça c'est important, parce que si on commence à poser une question longue, etc., et en plus fermée, si je te dis que c'est vrai, non, l'idée c'est la question la plus courte possible. Quel impact ça a sur toi? Comment tu vois les choses? Comment tu pourrais procéder? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Plus vous allez poser des questions courtes, ce que j'appelle flash et ouvertes, plus vous allez avoir un impact sur le coaché. Pourquoi? Parce que vous ouvrez le champ des possibles. Du coup, il a toute possibilité d'aller chercher sa propre réponse. Vous ne l'avez pas du tout orienté. Vous posez une question courte et vous laissez le miracle du coaching arriver, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une magie qui s'opère. Tout d'un coup, on va poser une question, on a l'impression que c'est une question banale et tout d'un coup, ça provoque une prise de conscience essentielle chez la personne. C'est imprévisible. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est rester ici en présence, écouter, être curieux, rebondir
etc., pour permettre d'avancer avec le coaché, de se synchroniser au coaché. Après, c'est important aussi d'avoir des échanges avec les pairs. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur ces travaux pratiques et qu'on a aussi ces moments de partage d'expérience parce que bah, voilà, tout seul, on va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, je crois fermement au bienfait du collectif et on est dans une société très individualiste. Et d'ailleurs, même quand on monte son activité de coach, on s'aperçoit que on a des bien meilleurs résultats quand on arrive à s'associer, à se mettre en place, voilà, à faire quelque chose, à créer quelque chose avec d'autres professionnels. On arrive à plus de résultats que si on reste tout seul dans son coin, où là, on va beaucoup plus ramer. Enfin, à voir, hein, mais je suis de toute manière partisan pour ces échanges entre les coachs. C'est pour ça d'ailleurs que ICF organise aussi des événements. Là, il y en avait un en janvier où j'ai fait une petite conférence, mais il y a les ICF Synergie avec tous ces webinaires, etc. Et donc, on entend des coachs qui parlent de leur expérience, qui nous donnent des outils, etc. C'est hyper important d'avoir ces échanges avec les pairs. Ça va permettre d'intégrer. Et d'autant plus que si on explique une matière à quelqu'un, eh bien, on intègre 2 fois plus vite. C'est ce qu'on appelle l'enseignement mutualisé. Donc, quand vous avez ces groupes de travail, tiens, je n'ai pas tout à fait compris, ben, si j'explique la chose à la personne, eh bien, ça me permet, moi, quelque part, de retravailler, de revoir la chose différemment et je vais intégrer 2 fois plus vite la matière que si je ne fais que de l'apprendre. Donc, c'est important, tous ces échanges avec les pairs. Donc, j'ai envie de dire les points à vérifier pour savoir quelle est la qualité de la formation, c'est déjà le taux de satisfaction des participants. Hein, normalement, tous les organismes de formation qui sont Calliope doivent l'indiquer sur leur site avec des taux, combien de personnes sur 10, etc., sont satisfaites. Il faut aussi regarder les témoignages, c'est recommandé hein, de voir vraiment, sentir l'enthousiasme des personnes à travers une formation, sentir voilà, s'ils sont vraiment contents. Plus des témoignages vidéo que des témoignages écrits, j'ai envie de dire, parce que témoignages écrits, bah, ça peut être voilà, ça peut être inventé même, alors que des témoignages vidéo, vous voyez vraiment la personne et vous pouvez ressentir aussi la personne, comment elle a vécu cette formation. La certification ICF, pour moi, c'est un incontournable. Maintenant, voilà, enfin, pour moi, c'est je l'ai déjà dit, hein, pourquoi c'est pour moi un incontournable. En tout cas, quand les gens viennent nous poser des questions pour notre formation, je dis, vous choisissez la formation que vous voulez, mais prenez une formation certifiée ICF, c'est important. Avec plus de pratique que de théorie. Donc, c'est pour ça que quand je vois des formations où il y a 200 heures de vidéo, etc., est-ce qu'on va vraiment aller à 5 heures JT, 200 heures de vidéo? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire 200 heures de pratique? La réponse est oui, clairement. Donc, plus de théorie, de pratique que de théorie, c'est essentiel. Et puis, comme je disais tout à l'heure, éviter les formations en e-learning parce que voilà, c'est pas évident, c'est pas reconnu par ICF, voilà, et puis il n'y a pas cette interaction, il n'y a pas cette intelligence collective qui se met en place. Et par rapport à nous, le taux de satisfaction des participants, il est de 9,2 sur 10. C'est-à-dire que ces personnes estiment que la formation leur a apporté les compétences dont elles avaient besoin et que ces compétences sont parfaitement utilisables en situation de travail. Donc, petite info, mais on était assez fiers de ce résultat qu'on a publié récemment sur le site, d'ailleurs. Après, quel tarif hein? Là, c'est bien le contenu, etc., mais le tarif, comment ça se passe au niveau du tarif? Alors, j'ai envie de vous dire déjà que évitez, si vous voulez vraiment une formation de coach hein, c'est-à-dire que vous voulez être capable de coacher à la fin de la formation avec tous les éléments essentiels dont je vous ai parlé, évitez des formations en moins de 2 500 €, sauf si c'est vraiment pour aller chercher des compétences uniquement. C'est-à-dire, oui, si je veux me spécialiser dans la gestion des émotions ou dans la communication avec l'autre, etc., pourquoi pas, mais une formation complète de coach en dessous de 2 500 €, ça va être du e-learning, il y en a à 400, 600 €, etc., mais sincèrement, c'est de mauvaise qualité et ça aboutit à rien. Parce que tout seul, qu'est-ce qu'on fait tout seul? Moi, je vois des personnes qui ont fait des formations comme ça et qui viennent ensuite suivre des formations en live parce qu'elles elles ont pas beaucoup intégré à la sortie. Après, à 3 000 €, c'est plus des formations, j'ai envie de dire, niveau 1, c'est-à-dire ACSTH, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, on vous donne toute la base de la formation et derrière, vous allez vous faire superviser, donc payer de la supervision en plus.
et puis vous allez enregistrer faire vos enregistrements. Et après, donc avec ça, vous allez chez ICF et ICF vous fait passer un examen, mais voilà, vous aurez la formation et puis vous aurez eu besoin d'aller chercher cette certification, cette supervision en plus. D'accord? Après, au-dessus, et on est vite fait 2000 euros de plus, c'est la formation niveau 2. C'est aussi les formations en général qui sont RNCP, c'est-à-dire qui donnent le titre de professionnel, de coach professionnel. C'est les premiers prix, on va dire. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin de plus de suivi, les supervisions en plus, du mentorat, etc., etc. Donc, 5000 euros, c'est à peu près le prix que vous allez payer pour ces formations-là. Et après, il y a au-dessus de 8000 euros. Hein, alors là, comme je dis, c'est soit des grandes écoles, hein, quand vous avez une grande école, tout un tout, qui fait une formation de coach, alors là, c'est très sérieux. J'ai l'impression qu'on y va forcément en costard-cravate, mais ça, tant pis. Mais sinon, il y a d'excellents marketeurs qui vous vendent des formations très chères et qui ne valent pas grand-chose. Notamment en neurosciences, moi j'ai vu des formations 5000 euros où j'avais des participantes qui avaient suivi une formation soi-disant neurosciences à 5000 euros. Et quand elle est venue me voir, je lui ai posé 2-3 questions. A priori, neurosciences, je ne sais pas où elle avait vu des neurosciences. Donc, attention aux excellents marketeurs qui vous vendent tout, qui vont dire que vous allez gagner beaucoup d'argent, qui vont dire que c'est magnifique et que c'est facile, etc. Ce n'est pas vrai. C'est un engagement. Se lancer comme coach, c'est aussi se lancer en tant qu'entrepreneur. Donc, ça veut dire cet engagement pendant la formation, ça veut dire cet engagement pour démarrer l'activité. Donc, attention aux discours trop racoleurs, j'ai envie de dire, et puis aux prix exorbitants. Pour moi, je ne me vois pas payer 8000 euros dans une grande formation, même pour une grande école. Maintenant, c'est peut-être très chouette d'être coach HEC, ou etc. Pourquoi pas, hein? Moi, en tout cas, encore une fois, c'est selon vos besoins. Pour moi, le plus important, c'est ce qu'on a fait nous. On est dans une formation donc, de type niveau 1 à CSTH et on l'a positionné à 2840 euros. Pourquoi? Parce que, alors, il y a des personnes qui me disent attention, c'est pas assez cher, tu vas dévaloriser ta formation. Alors, ça, c'est les marketeurs qui disent non, il faut que ce soit cher, etc. Mais non, nous, notre but, c'est pas de faire de l'argent avec une formation de coach. Nous, notre but, c'est de diffuser des outils. On est Neurosensorial Institute, on a un centre de recherche et de formation. Donc, on a fait des recherches sur l'intelligence neurosensorielle, on a fait des recherches sur l'adaptabilité, on a mis au point d'ailleurs le profil réel, qui est un profil qui mesure l'adaptabilité et que vous pouvez très bien d'ailleurs en tant que coach utiliser pour le vendre à vos clients particuliers ou entreprises. Hein, mais on s'est spécialisé là-dedans. Et au-delà de ça, notre mission, je parlais de mission tout à l'heure avec les niveaux logiques de Diels, notre mission, c'est avant tout de diffuser pour permettre aux gens de mieux vivre. Parce que mon point de vue sur le monde actuel, c'est que c'est le chaos. Il y a de plus en plus de gens stressés, on est face à des incertitudes. Voilà, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc je le vois, hein, il y a des niveaux de stress chez les personnes assez élevés. Et donc, je pense que les gens ont besoin d'outils. Et donc, on a besoin d'accompagnants, on a besoin de former des personnes qui vont avoir ces compétences, qu'elles soient coach professionnel ou pas, qu'elles soient juste manager qui veut mieux accompagner ses équipes, qu'elles soient thérapeute qui veut avoir des outils en plus pour mieux accompagner ses patients, peu importe, un docteur, peu importe. En tout cas, l'essentiel, c'est que les gens puissent avoir des compétences qui vont les aider eux et qui vont aider aussi à accompagner les autres. Et c'est ça notre mission. Et c'est pour ça qu'on a gardé ce prix volontairement bas, avec aussi une possibilité de payer jusqu'en 10 fois 285 euros. Pourquoi? Parce que voilà, il faut que ça soit accessible un maximum au plus de bourses possible. Au niveau CPF, on ne l'a pas encore, mais on a fait une demande, on a fait une première demande qui a été refusée en novembre dernier. On a redéposé, je sais que le dossier est en cours d'inscription, on aura une réponse bientôt. On n'a pas fait une demande en tant qu'école de coaching, mais en tant que justement centre d'outillage vers l'adaptabilité. Donc, développer l'adaptabilité en situation de travail difficile, complexe, etc. Donc, je pense qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir le CPF que si on se positionnait juste comme formation de coach. Et d'ailleurs, il faut savoir, je vous disais tout à l'heure, les formations de coach, il y avait beaucoup de formations de coach qui avaient le RNCP, donc le titre qui pouvait donner le statut de coach professionnel auprès de France Compétences, et qui avaient eu cette certification en passant par le CIMAX, qui est un peu un syndicat, donc qui avait lui-même déposé tout le processus France Compétences, et qui donc, les écoles pouvaient utiliser le CIMAX pour justement bénéficier du RNCP, CPF, et puis avoir ce titre professionnel, sauf que ça n'a pas été renouvelé.
Et ça n'a pas été renouvelé pour une raison qui est celle que j'ai jamais voulu y aller, c'est que on va vérifier à la fin d'une formation si les personnes ont vraiment embrassé la carrière, c'est-à-dire que c'est des formations pour des professionnalisantes. Donc, on va vérifier qu'effectivement, sur 20 participants, on en a un minimum de 12, 13, 14, 15 qui sont vraiment devenus coachs professionnels. Et c'est à cause de ça que ça n'a pas fonctionné, que ça n'a pas été renouvelé parce qu'ils n'avaient pas réussi le quota. Et c'est pour ça que je n'y vais pas. Je n'y vais pas d'abord parce que c'est un bazar financier, paperasse, etc. C'est une usine à gaz à monter. Et parce que mon but, ce n'est pas de former des coachs professionnels, c'est de donner des outils de coaching et pourquoi pas que ces outils de coaching puissent permettre aux gens de devenir coach professionnels. C'est pour ça qu'on est accrédité ICF, c'est parce qu'on est là pour former des coachs professionnels, mais aussi, avant tout, pour donner des compétences aux personnes dans le but d'être capable de mieux se comprendre et de mieux accompagner l'autre. Après, voilà, donc ça, c'est l'aspect purement pratico-pratique. Notre prochain cursus, il est 16 septembre. Nous, on ne sait pas plus de 20 participants, justement pour avoir cette interaction. Une fois, on en a pris 25 et on s'est aperçu que c'était moins bien. On a eu un moins bon résultat, donc on est revenu à 20. On offre justement un profil réel, le profil pour mieux mesurer son adaptabilité, où là, il y a 16 compétences qui sont évaluées. Et donc, c'est une excellente base aussi pour travailler sur soi, le coaching, etc. Et bien sûr, à partir du moment où on est Calliope, eh bien, on a les financements qui sont possibles par les OPCO, Pôle emploi, etc. etc. Et voilà, en attente du CPF, mais je ne sais pas du tout si on l'aura avant le 16 septembre. Je n'ose plus rien dire, parce que la première fois, on m'avait dit il faut attendre 6 mois, on a attendu un an. Là, on m'a dit il faut attendre 3 mois, donc peut-être qu'il faudra attendre 6 mois, mais peut-être plus. Hein. D'ailleurs, la personne m'avait dit que voilà, même 6 mois, ce n'était pas garanti. Donc pour l'instant, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut quand même se faire financer par Pôle emploi, par les OPCO et par d'autres systèmes d'aide à la formation. Voilà, voilà tout ce que j'avais envie de vous dire. Et donc, on a mis une heure pile. Donc, je vous avais dit que ça mettrait une heure. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça Oui, c'était ce Ok. que je voulais dire. J'ai une question concernant le coach en entreprise. Dans quel cas de figure est-ce qu'une entreprise peut être amenée à solliciter un coach, en fait? Quand elle a besoin d'accompagner ses collaborateurs. Hein. Et les grandes entreprises ont d'ailleurs un système de coach interne. Hein. Donc, on peut être coach employé d'une entreprise, d'une école, etc., pour accompagner les collaborateurs, les élèves, etc. Mais sinon, oui, les entreprises, je sais pas, vous avez un patron de PME qui n'arrive pas à gérer son équipe ou qui n'arrive pas à gérer son stress. Vous avez un collaborateur qui a des problèmes pour obtenir la cohésion de son équipe ou qui a des problèmes pour s'affirmer, prendre sa place. Il y a plein de thématiques. Personnellement, je coach que des managers. Et voilà, toutes les entreprises quasiment font appel à du coaching. Hein. Donc, dans une culture du changement, par exemple, une entreprise qui est en train de faire un travail de fond sur son look, son identité, typiquement, un coach devrait être bien placé, quoi. D'autant plus, Mais oui, oui, d'autant c'est plus. étonnant parce que moi, ça fait quoi, 20 ans que je travaille en tant que salarié. Ça fait plusieurs fois qu'effectivement, un coach en entreprise, je me dis, en vous entendant exprimer ses missions ici et maintenant, je me dis, mais ils le savent au moins dans les entreprises Oui, oui, qu'ils oui, pourraient oui. faire appel à des coachs parce que franchement, il y a des cas de figure, enfin, c'est infernal, quoi. Là, en France, la politique du chef Fayon, du petit chef qui ne sait pas gérer ses équipes, qui a une solution, effectivement, c'est le coaching dans ce cas-là. Est-ce J'ai envie de qu'ils dire, le veulent? Ça, c'est le problème de willingness que vous évoquiez tout à l'heure, je oui, pense. oui, oui. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet parce que pour moi, déjà, l'entreprise pyramidale est toxique de toutes les manières. Donc, je me suis fait former, je suis praticien en holacratie, c'est-à-dire voilà, une organisation horizontale et en cercle. Et ça résout 70% des problèmes qu'on a dans la pyramide, parce que justement, cette relation de dépendance, le chef, donc la relation papa-maman, etc. Et puis si le chef il veut pas, bah, tant pis. Et puis en plus de ça, au-dessus, ils vont prendre des décisions qui nous concernent, mais ils n'ont aucune raison, aucune connaissance de la réalité. Donc il y a plein de choses qui dysfonctionnent en entreprise. Mais j'ai envie de dire qu'elles sont obligées d'y passer parce que les nouvelles générations, ça ne marche plus. Les nouvelles générations, vous avez des jeunes, ils arrivent au boulot, et puis au bout de 3 jours, ça ne leur plaît plus, ils ne reviennent plus, ils n'ont même pas appelé.
ils ne vont même pas chercher leur salaire, ils ne sont plus là. Et donc, on a énormément de turnover. Et si on veut fidéliser des personnes, parce que ça prend du temps pour les former, si on veut optimiser aussi leur performance et puis leur permettre de s'épanouir au travail, il faut changer les modes de fonctionnement de l'entreprise. Et je pense qu'ils sont confrontés à ça, ils en sont conscients de plus en plus. Et moi, je travaille quand même avec des grands groupes, avec pas mal d'entreprises qui sont conscientes des besoins de leur. En tout cas, je travaille plutôt avec des managers et des top managers, mais ils sont conscients, ils vont aussi faire coacher des collaborateurs, etc. etc. Je pense que ça change tout ça. Je voyais, le financement est-il possible par l'R2 de la région Île-de-France? Oui, oui, oui. À partir du moment où on est Calliope, tous les financements qui sont de l'ordre corporatif ou dans les régions, etc., on est organisme Calliope. Donc, on est finançable partout. Je dirais juste ce CPF parce que, voilà, parce que c'est long. mais oui, Calliope, c'est une garantie que l'organisme est sérieux parce qu'il y a énormément de choses. D'ailleurs, on a eu notre renouvellement il n'y a pas longtemps. Donc, énormément de choses à vérifier au niveau de toute l'organisation de la formation, l'évaluation, les certifications, etc. Les connaissances des formateurs. Enfin, ils vont vraiment très loin. La capacité aussi à bien voir si les participants sont bien adaptés par rapport à la formation. Enfin, donc, à partir du moment où on a Calliope, on ouvre toute la porte des subventions. Donc, oui, vous pouvez y aller. Pas de questions? Donc, si vous souhaitez vous inscrire, j'ai envie de dire, ne tardez pas. On doit être déjà à 8 participants, on limite à 20 et tous nos cursus sont complets. Donc voilà, ne tardez pas, on n'a que 2 cursus par an et voilà, c'est le moment. En plus, ça, juin, c'est le moment où il y a la plupart des gens qui s'inscrivent. Et en général, quand on arrive au moment de l'inscription, on a encore 6-7 personnes qui veulent s'inscrire, mais qu'on est obligé de refuser. Donc, si vous êtes intéressé par ce que je vous ai exposé, en fait, vraiment, cette formation de coach, je l'ai montée en fonction de tout ce que je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué pourquoi je l'ai montée comme ça. Et vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est une information qui me semble importante de savoir parce qu'il y a tellement de propositions, il y a tellement de trucs à droite, à gauche. Bon, nous, en général, notre particularité, c'est vraiment les neurosciences et la neurosensorialité. Et en ce qui concerne la neurosensorialité, vous ne la retrouverez pas ailleurs. Donc, si vous avez envie de venir faire cette expérience, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Alors, la formation est sur combien de temps? 5 mois, la formation. 5 mois, c'est-à-dire qu'on commence en septembre, on finit fin février. Le coût de la formation, 2840 euros. 2840 euros qu'on peut payer jusqu'en 10 fois 289 euros, je crois. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et j'ai expliqué pourquoi on avait ce tarif-là, qui était volontairement bas. C'est parce que notre but, on n'est pas un organisme de formation pour être un organisme de formation et vivre de ça. On est là pour développer des outils sur l'adaptabilité et l'intelligence neurosensorielle. Et notre principal objectif au niveau du développement de la société, c'est le fameux profil réel, hein, donc il mesure ses compétences d'adaptabilité. Il faut savoir qu'il est traduit en anglais. Donc, on est en train de le faire certifier au niveau international pour pouvoir ensuite le proposer à des distributeurs en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, partout, et dans tous les pays du monde. Il va aussi être traduit en italien, en espagnol et en chinois. Donc voilà, on va dire que notre axe de développement, c'est surtout ça. Par contre, diffuser les outils, ça fait partie de notre mission. C'est pour ça que ce tarif reste. Alors en russe, oui, j'aimerais bien en russe, et j'y pense, hein, parce que je pense qu'il y a des bouleversements géopolitiques qui sont en train de se faire et que la Chine et la Russie vont avoir un avantage sur l'Occident d'ici pas très longtemps. Donc oui, je pense aux Russes, d'autant plus que j'ai un bouquin qui est sorti en Russie. Parce que j'ai traduit Vadim Zeland, l'auteur de Transurfing, et donc j'ai sorti un bouquin qui a été traduit en russe. Donc oui, en russe, j'y pense. Bah oui, Transurfing, voilà, absolument. Comment est-ce que la formation s'organise sur les 6 mois? Donc, tous les 15 jours, enfin, une semaine sur 2, on a un mardi soir et un samedi après-midi.
Donc, ça fait 4 ateliers par mois, en gros. Et donc, un atelier de 2 heures, de 19h à 21h le mardi, un atelier de 4h30 le samedi, de 14h à 18h30. Voilà. Et ça, c'est une semaine sur deux. Donc, ça veut dire qu'on a entre 10 jours entre l'atelier du samedi et du mardi, on a 5 jours entre l'atelier du mardi et du samedi. Donc voilà, et puis c'est une semaine sur deux, ce qui fait donc, j'avais dit tout à l'heure, 13 heures d'atelier en fait par mois. Mais on insiste beaucoup sur l'engagement du participant à consacrer un minimum de 3 heures de travail individuel, parce que individuel et en groupe, parce que c'est important de pouvoir pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc l'engagement est important. Combien de coachings doivent être réalisés? Alors, on a des séances de supervision, si, j'en ai pas parlé, c'est le samedi, on a plusieurs séances de supervision en groupe. Donc là, on va pouvoir avoir une supervision orale. Et après, on a des coachings enregistrés. ICF exige 3 coachings enregistrés et supervisés manuellement, donc par écrit. Donc, après la formation, même à partir de un mois et demi avant la fin de la formation, les participants peuvent commencer déjà à s'enregistrer en train de se coacher entre eux, par exemple. Et puis du coup, ça permet d'avoir ces 3 supervisions écrites et du coup de permettre d'utiliser la certification de l'école pour l'accréditation ICF. Voilà. Maintenant, il faut savoir que dans les cours, ils n'arrêtent pas de se coacher. À partir mis à part les 2-3 premiers ateliers, on va très vite rentrer dans le coaching, dans le questionnement. Donc, c'est des coachings qui sont vraiment ciblés sur un outil. On a des consignes qui sont très précises pour pas que les personnes commencent à jouer à l'apprenti sorcier. Mais c'est du coaching. C'est du coaching. On peut déjà voir quelles sont les postures. On peut déjà voir, tiens, quelles sont les tendances. Voilà, nous, on a en plus de ça une équipe pédagogique. On a 2 observatrices et 2 formateurs pour chaque cursus. Donc, à la fin, on se fait toujours un débrief. On voit ce qui se passe. On voit les progressions de chacun. Et on a des beaux résultats. Je dis, sincèrement, là, on se disait ça, on avait un atelier hier soir. Le cursus en ce moment qu'on a, c'est voilà, on voit des beaux résultats, des belles postures. Donc, ça fonctionne bien, quoi, j'ai envie de dire. Après, alors, quels sont les examens en plus des coachings supervisés pour ICF? Nous, on vous demande 2 rapports, une étude de cas. Par exemple, un coaching, voilà, 2 séances. Voilà, le coach est arrivé avec telle problématique, j'ai fait tel diagnostic, j'ai utilisé tel outil, j'ai eu tel résultat sur 2 séances, par exemple. C'est 2-3 feuilles. Et puis, un petit rapport aussi sur l'impact de la formation sur soi selon 7 piliers. Je ne me rappelle plus des piliers, c'est voir les choses positives, etc. Et donc, voilà, la personne choisit un pilier. On lui demande voilà, quel a été l'impact de la formation sur elle. Voilà. Et donc, ces 2 rapports et ces 3 coachings enregistrés. Après, c'est la certification de l'école et pourquoi pas utiliser un des coachings enregistrés pour ICF. Je parlais aussi des supervisions parce que ICF va demander 10 heures de supervision. On organise un mastermind de supervision, c'est-à-dire c'est de la supervision en groupe. Et c'est très, très efficace parce qu'il n'y a rien de tel que se planter pour avancer ou que de voir quelqu'un d'autre se planter pour avancer. Donc, c'est comme ça que moi j'ai été supervisé avant de m'accréditer ICF. Et ça fonctionne très bien. Et en plus de ça, on a 3 heures de supervision individuelle, justement là pour préparer l'examen ICF, toutes les questions de l'examen, et aussi pour vérifier que les coachings enregistrés sont vraiment au niveau ACC quand ils vont être présentés, pour être sûr que la personne réussisse son accréditation dès le premier coup. C'est important. Voilà, voilà. D'autres questions? J'aime bien les questions par écrit, pourquoi pas. Mais vous pouvez parler, on peut se parler. Est-ce que les ateliers sont en présentiel ou ils se font par visio C'est visio, c'est Zoom, c'est là comme maintenant D'accord, Zoom. ok. Avec l'avantage de Zoom, c'est qu'on a ces salles individuelles. Donc, on a des salles virtuelles, on peut les mettre en binôme, par groupe de 3, par groupe de 5, etc. Donc, ça donne une facilité. Et encore une fois, pourquoi présentiel? Pourquoi pas présentiel? Parce que on a des personnes qui viennent de partout. On a des personnes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, malgré le décalage horaire, parce que là, c'est la nuit pour eux. On a des personnes d'Afrique, Afrique noire, Afrique du Nord. Voilà, on n'a pas tellement de Canadiens. Mais je crois qu'ils ont tout ce qu'il faut, eux, là-bas. Mais on en a eu, ceci dit.
Donc, voilà, il y a des pays de Belgique, de Suisse, bien sûr. Donc, on reste en distanciel. Au début, je ne voulais pas. Hein. Je voulais pas. Pour moi, ça devait être en présentiel. Puis, avec le Covid, j'ai été obligé et j'ai été surpris d'avoir des bien meilleurs résultats. Enfin, bien meilleurs. J'ai eu des meilleurs résultats. J'ai envie de dire, au fur et à mesure, même, c'est comme si on se perfectionnait, nous. Et voilà, on est très satisfait des résultats qu'on a hein, par rapport au niveau de coaching et aux postures de coach qu'on peut euh, percevoir chez les personnes qu'on forme. Du coup, ne vous faites plus la formation à Barcelone, dommage. Alors, si on a le CPF, simplement, c'est vrai, si on a le CPF, on fera une semaine en présentiel à Barcelone avec de la visioconférence autour. Donc, c'est prévu. On le refera à Barcelone, à côté de la plage, à Castelldefels. Voilà, on sait déjà dans quel hôtel et tout. Voilà, donc c'est prévu, mais c'est comme le fait de pouvoir faire des formations en semaine. Parce que le problème le samedi, c'est qu'il y a des gens qui travaillent le samedi, il y a des mères de famille qui ne sont pas libres le soir ou le samedi, qui aimeraient bien pouvoir avoir une formation en semaine. Ça, c'est pareil, on le fera quand on aura le CPF. Voilà, il faut qu'on soit sûr de remplir la formation. Donc pour l'instant, on ne prend pas de risque. Comme je dis, on a énormément de travail pour développer tout ce qu'on développe. Donc on ne va pas prendre de risque à faire une formation. Voilà. Donc quand on a le CPF, oui, on prévoit de retourner à Barcelone. C'est vrai que c'est sympa. D'autant plus que l'aéroport de Barcelone, il dessert quasiment toutes les villes et à des prix ridicules, donc avec Vueling. Donc voilà, c'est prévu. OK, d'autres questions ou on s'en tient là? Oui, D'ici, oui, pardon. oui, non, non, oui, oui, Moi, je suis allez-y. en Italie, hein. Ah, ben Donc, voilà. si je dois vous envoyer des sessions, ça sera en italien. Ah, en italien. Non, si je dois vous envoyer des sessions de coaching. Ben, en fait, l'idée, vous pouvez quand même faire des sessions de coaching avec des francophones. Parce Ah qu'en oui, oui, en bien sûr. italien, moi, Oui, voilà, je ok, serais pas ok. qualifié pour Ok. vous. Même en espagnol, j'ai habité un peu en Espagne, mais en anglais, oui, je pourrais. Mais non, non, là, vous pouvez faire ces sessions de coaching avec les participants. D'ailleurs, ce qu'il Ah, faut bien. savoir, c'est que pour donc les 100 heures de supervision, de coaching demandées par l'ICF, il peut y avoir 30 heures de coaching, ce qui s'appelle pro bono, c'est-à-dire gratuit, et puis 70 heures de coaching payant. Mais il faut savoir que l'échange de services est considéré comme du coaching payant, c'est-à-dire que si avec d'autres participants, vous coachez le participant 1 heure, il vous coach 1 heure, vous pouvez l'un et l'autre compter 1 heure de coaching payant. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la formation, vous avez déjà une cinquantaine d'heures de coaching. Donc, on va dire 30, enfin 25, peu importe. Enfin, mais il y a déjà quasiment la moitié des heures de supervision qui sont là, à partir du moment où vous vous engagez, bien sûr, à coacher. Mais oui, il y a. Et puis, comme je disais, il y a cette communauté. Donc, il y a aussi un groupe Telegram où vous pouvez retrouver des participants d'autres cursus. Donc là, c'est tiens, qu'est-ce qu'il est pour un coaching? Tiens, j'ai tel problème. Tiens, j'ai vu telle vidéo, c'est intéressant, etc. Il y a des échanges aussi qui sont de manière assez spontanée entre les différents cursus. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on veut développer encore plus, c'est cette communauté de coach qui est déjà là, mais que voilà, c'est vraiment un élément qui est important pour nous. C'est très Après, oui, ouais. pardon, oui. Oui, je voulais dire, ce qui me freine, c'est que Mhm. je sens que c'est un programme très intensif. J'ai peur de pas, quand même, un après-midi, un samedi après-midi toutes les 2 semaines, plus le mardi soir. euh, Toutes les deux et puis semaines. j'ai lu le programme, c'est très intense, je veux dire. Oui, oui, parce qu'on a voulu vraiment avoir une boîte à outils complète. Oui, Donc, alors, c'est-à-dire qu'il y j'aurais a, préféré sur 7, 8 mois. oui, je ne sais pas quoi vous. Non, C'est ce que je vous disais en fonction de vos besoins, hein, en fonction de vos ouais, besoins. ouais. Là, la plupart des gens, ils sont contents que ça se passe en 5 mois parce que du coup, en 5 mois, ils peuvent commencer à coacher, etc. Maintenant, si pour vous c'est trop, Ouais. à vous de voir, hein, écoutez-vous avant tout. Hein, je ne suis pas là pour vous obliger à suivre notre formation. Disons que là, c'est comme ça qu'on s'est organisé, c'est comme ça que ça fonctionne bien. Parce que j'ai envie de dire, il y a aussi une chose, quand je disais tout à l'heure, quand j'ai fait ma formation de coach, on avait vraiment un week-end par mois.
eh bien, quelque part, je ne restais pas dans l'ambiance de la formation pendant voilà. Alors que là, les personnes sont vraiment dans l'ambiance de la formation. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a des meilleurs résultats, c'est que c'est un travail constant. Hein, et c'est facile de se connecter pour se Je coacher, c'est comprends, facile oui. de se connecter pour… Donc, comme je parlais d'engagement, oui, il y a un engagement. Il y a un engagement, mais le résultat est là. Donc, voilà, à peser le pour et le contre. Maintenant, à vous de voir. Hein, je ne suis pas là pour vous forcer à quoi que ce soit. Et bien entendu, que ça vous convienne avant tout. Et sinon, je voyais, donc, d'ici combien de temps vous attendez le retour du CPF? Ça peut être dans un mois, ça peut être dans 3 mois, ça peut être en septembre, ça peut être en octobre, je ne sais pas. L'auditrice, d'ailleurs, c'est la même qui audite notre renouvellement. Elle m'avait dit, normalement, enfin, quand on c'est pas un renouvellement, on a redéposé le dossier. Normalement, c'est 3 mois, mais ça peut être 6 mois. Donc, on l'a déposé quand? En février, 6 mois, avec un peu de chance, en juillet, août, on a le retour du CPF. Mais je ne veux rien promettre et je ne promettrai rien, de même que les écoles de coaching là, qui n'ont plus le RNCP et le CPF, elles disent, bon, voilà, on a redéposé le dossier, il faut attendre longtemps. Parce que France Compétences, voilà, ils ont beaucoup de dossiers, les renouvellements en plus et tout, donc on est obligé de faire avec. Donc, je n'ai aucune idée, je ne peux rien promettre, je ne promets rien. Tout ce que je dis, c'est que ça fait 1 an et demi qu'on essaie voilà, qu'on a fait la démarche. OK? D'autres questions? Non? Plus d'autres questions? C'est OK? On s'en tient là? C'est bien? Bon. Bon, super. En tout cas, merci pour votre participation. Il y aura de toute manière le replay. Merci Delphine. Et donc, voilà, au plaisir du futur, j'ai envie de dire. Hein. De toute façon, vous recevrez des nouvelles de nous régulièrement. Vous allez recevoir demain un mail avec le lien vers le replay. Et puis voilà, tout le meilleur pour vous, en tout cas. Merci beaucoup. Bye bye. Et voilà, au plaisir de la suite. Bonne soirée. Bonne soirée aussi. Au revoir.